En finance, on dit souvent que la ligne qui sépare le génie de la folie est quasiment invisible. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer l'histoire d'un PDG qui a carrément décidé de lier le destin de toute son entreprise au Bitcoin. C'est un pari qui a absolument tout changé. Imaginez un peu le tableau. On est en 2020, en pleine pandémie, l'économie mondiale est à genoux, et là, le PDG de MicroStrategy, un certain Michael Saylor, prend une décision, disons, radicale. Il décide de convertir toute la trésorerie de sa boîte, non pas en or ou en obligations, non, mais en Bitcoin. Et là, évidemment, la réaction ne se fait pas attendre. C'est la panique générale. Le monde de la finance crie au scandale, les médias le traitent de fou, prédisant que son pari insensé va envoyer MicroStrategy tout droit dans l'iceberg. Bref, dans le monde de la finance traditionnelle, toutes les sirènes d'alarme se sont mises à hurler en même temps. La pression, elle devient juste immense. Au plus fort de la tempête, quand le marché crypto s'effondre, les pertes non réalisées de l'entreprise dépassent le milliard de dollars. Je répète, 1 milliard. C'est le genre de chiffre qui fait sauter n'importe quel conseil d'administration. Les enjeux étaient colossaux. Et c'est là que ça devient fascinant. Ça nous amène à la question centrale. Face à des pertes pareilles, face à une critique unanime qui le cloue au pilori, pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste limité la casse? Pourquoi, au contraire, il a continué à acheter? C'est l'histoire d'une conviction à toute épreuve face au chaos ambiant. Alors, entrons dans le vif du sujet. Michael Saylor, est-ce un génie visionnaire ou un simple fou? C'est tout le débat qui a agité la planète finance. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. Ce que Saylor a fait, c'est transformer une entreprise de logiciels tout à fait classique en une sorte de véhicule d'investissement pour le Bitcoin. C'est un pari à très haut risque, c'est sûr, mais potentiellement à très haute récompense. Et ça a complètement redéfini les règles du jeu pour une société cotée en bourse. Pour vraiment comprendre sa logique, il faut revenir à l'origine, au problème fondamental qui a tout déclenché. Un problème qu'il a joliment baptisé le problème du glaçon qui fond. En 2020, les banques centrales se sont mises à imprimer de la monnaie massivement. Et là, Saylor a eu une prise de conscience brutale. Pour lui, détenir des dollars, c'était comme tenir un glaçon en plein soleil. La valeur de sa trésorerie fondait à vue d'œil à cause de l'inflation. Il lui fallait donc trouver un refuge, un actif qui ne pouvait pas être dilué par une simple décision politique. Son choix, il s'est donc basé sur une comparaison assez simple mais redoutable. D'un côté, on a les monnaies classiques, comme le dollar ou l'euro, avec une offre potentiellement infinie et contrôlée par des gouvernements, et de l'autre, le Bitcoin, une offre limitée par les mathématiques à 21 millions d'unités, point final, et un réseau entièrement décentralisé. Pour lui, c'était la seule alternative logique, une sorte d'or numérique. Ok, l'idée de base est claire, mais concrètement, comment est-ce que MicroStrategy s'y est prise pour accumuler une telle quantité de Bitcoin? On va voir la mécanique derrière cette stratégie du tout en un. En fait, la stratégie reposait sur 3 piliers. D'abord, tout simplement les bénéfices générés par leur cœur de métier, la vente de logiciels. Ensuite, l'émission de nouvelles actions pour lever de l'argent frais. Et enfin, la méthode la plus audacieuse et fascinante, lever des capitaux en utilisant des obligations convertibles. C'est ce que Saylor appelle la dette intelligente. Le principe est à la fois simple et brillant. On emprunte des dollars, une monnaie qui perd de sa valeur avec le temps, pour acheter un actif qui, lui, est censé en prendre, le Bitcoin. C'est un pari totalement asymétrique. Si le Bitcoin s'effondre, c'est la catastrophe, on est d'accord, mais s'il s'envole, eh bien la dette contractée devient presque dérisoire à rembourser. Bien sûr, une stratégie aussi audacieuse doit forcément passer l'épreuve du feu. Et pour MicroStrategy, cette épreuve a eu un nom, l'hiver crypto. C'est là, en pleine tempête, que la conviction de Saylor a été testée jusqu'à ses limites. Cette citation vient d'un témoignage personnel, et elle est vraiment parlante. On est à l'été 2022. Un investisseur lambda est en pleine panique. Il voit le marché s'effondrer. Et au même moment, il voit une notification. MicroStrategy, qui est déjà en perte de plus d'1 milliard, vient d'acheter encore plus de Bitcoin. Ce contraste entre la panique de l'individu et le calme de l'institution montre bien que la différence, ce n'est pas le capital, c'est la profondeur de la conviction. Et si on regarde les chiffres, l'évolution de leurs réserves est juste spectaculaire. Fin 2022, le marché est au plus bas, autour de 15 500 $, et l'entreprise est assise sur une perte latente énorme. Mais avance rapide jusqu'à début 2024, le marché repasse la barre des 45 000 $ et cette perte se transforme en un profit latent très significatif. Le pari, qui a été dans le rouge pendant si longtemps, est finalement devenu gagnant. Mais attention, soyons clairs, une stratégie pareille, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Concentrer toute sa trésorerie sur un actif aussi volatile, c'est clairement jouer avec le feu. Il faut en avoir conscience. On peut identifier 3 menaces principales. D'abord, un risque de liquidation.
Si le prix chute trop bas, trop longtemps, ça pourrait devenir très compliqué de refinancer la dette. Ensuite, un risque réglementaire. Un changement de loi, une interdiction, et toute la stratégie s'écroule. Et enfin, le risque technologique. Si on découvrait une faille critique dans le code de Bitcoin, ça anéantirait la valeur de leurs réserves. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette aventure ? Au-delà du cas MicroStrategy, il y a des principes clés qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle démarche d'investissement. 3 leçons ressortent vraiment du lot. La première, le temps est notre meilleur allié. La volatilité, c'est juste le prix à payer pour espérer une performance supérieure à la moyenne. La deuxième, lisser son risque en achetant régulièrement, que le marché monte ou qu'il baisse. Et enfin, peut-être la plus importante, comprendre en profondeur ce que l'on possède. La vraie conviction, elle ne vient pas en regardant un graphique, elle vient de l'éducation. Au final, la stratégie de Saylor, c'est bien plus qu'une simple manœuvre financière. C'est une prise de position, une déclaration audacieuse sur l'avenir de la monnaie elle-même. Pour lui, le profit ou la perte à court terme n'a aucune importance, son horizon de temps est beaucoup plus long. Alors la question reste ouverte. Est-ce qu'on a juste assisté à une gestion de trésorerie un peu extrême ou à la naissance d'un véritable manifeste financier ?